retour sur le plateau de Parlons IA, où la thématique de la table ronde précédente, forcément va être parfaite pour nos deux invités. Bernard, on vous retrouve pour cette thématique autour de IA et pratique médicale, l'impact pour la pratique de la formation des médecins. Et pour évoquer ce sujet, nous accueillons également le professeur Antoine Magnan. Vous êtes PUPH, pneumologue, chef de service à l'hôpital Foch. On sait que l'IA qui vient d'être évoquée a fait des avancées rapides, des applications qui vont être diverses, et ça redéfinit de manière assez globale la façon où les professionnels de santé interagissent avec l'information, avec les patients, diagnostiquent également les maladies. Et donc, pour répondre à ces défis, il y a un vrai sujet de formation, et je voudrais commencer avec vous, professeur Magnan, pour savoir comment l'IA modifie la pratique et forcément, par voie de conséquence, la formation des professionnels de santé au quotidien. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être ici. Je pense qu'on est en train de effectivement construire quelque chose. On assiste quand même à une révolution complète de la médecine. Donc il va falloir, c'est ce dont on parle depuis ce matin, mais on voit bien que la carte mentale du professionnel de santé va devoir évoluer considérablement avec une médecine qui va ne plus être dans quelle case est-ce que je vais mettre ce patient-là, mais plutôt ce patient-là dans son environnement, son mode de vie, ses interactions avec ses comorbidités, avec ses habitudes, forcément il a un certain nombre éventuellement de symptômes, de signes précurseurs, mais on va se placer avant qu'il soit malade. Et donc, en fait, on est dans un renversement de la médecine qui est que le citoyen va devoir s'adresser aux professionnels de santé avant d'être malade. Alors, on parle de la prévention, on aurait pu appeler cette matinée « Parlons prévention », finalement, parce que on voit bien que le seul moyen d'arriver à la prévention, on le souhaite tous, et voilà. Je déplore que le ministère de la Santé et de la Prévention ne s'appelle plus le ministère de la Santé et de la Prévention depuis quelques jours. On avait réussi ça, et parce que c'est un enjeu majeur et c'est ça qui va nous permettre de faire les économies de santé dont nous rêvons. Penser autrement et donc penser avec le citoyen avant qu'il ne soit malade pour qu'il puisse générer les données dont nous avons besoin pour faire fonctionner après des algorithmes qui nous aideront à la décision pour pouvoir le mettre dans une trajectoire qui lui permettra d'éviter d'être malade si on est dans la prévention primaire. Mais on a évoqué tout à l'heure les exacerbations de BPCO. Prévenir les exacerbations de BPCO, c'est de la prévention secondaire, mais n'empêche que ça se compte en nombre d'hospitalisations, en engorgement des hôpitaux, en utilisation des soins critiques, des sujets qui sont sur la table des décideurs de santé et qui coûtent une blinde à la société. Donc effectivement, il faut investir pour pouvoir avoir le retour sur investissement attendu. Et une fois ce constat posé, comment ça influence sur l'enseignement en fait, des problèmes de santé ? À partir du moment où il faut changer la carte mentale, effectivement, il faut un peu de formation. Et je pense que du coup, Bernard va en parler, mais ça ne va pas se substituer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une classification des maladies à la Claude Bernard, qu'on appelle oslérienne, du nom d'Osler, qui est la classification des maladies les unes. Toi, tu as de l'asthme, toi, tu as de la BPCO, toi, tu as la mucoviscidose. Mais finalement, c'est des maladies bronchiques avec des analogies, des différences. Finalement, il va falloir réfléchir, apprendre à regrouper toutes les caractéristiques de ces patients-là ensemble, les penser ensemble et distinguer chez ces grands groupes de patients les caractéristiques qu'on peut traiter, ce qu'on appelle les traits traitables, treatable traits en anglais, et qui sont les cibles des nouveaux médicaments en fait. Bernard, je vous vois. Oui, je réagis parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons été formés sur les maladies. On définit une maladie par 3 ou 4 dimensions.
Donc un patient porteur je parle des maladies chroniques, hein, je ne parle pas d'une maladie comme le cancer, qui est un sujet tout à fait à part. Mais pour les maladies chroniques ou les symptômes chroniques, en fait, pour les maladies chroniques, un patient BPCO, c'est un individu à 3 ou 4 dimensions. Donc en fait, on a une représentation d'une maladie. Et évidemment, le patient qui est porteur de cette affection, il est bien plus complexe que ça. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas accès à cette diversité. On le sait intuitivement, parce que les médecins ont l'expérience du contact, mais ces informations-là n'étaient pas intégrées dans notre raisonnement. Donc la nosologie même des pathologies va être profondément bouleversée par l'avenue de l'IA, qui va finalement nous donner une autre conception même de la maladie. Et ce que dit Antoine est vrai. On a segmenté la BPCO, l'asthme, on a donné des noms à des pathologies derrière lesquelles les médecins reconnaissent et décident, et les patients aussi se reconnaissent et s'identifient à cette pathologie-là. Et donc, il va y avoir un changement, j'aime bien le terme que tu as employé, de carte mentale pour le citoyen, pour le médecin en premier lieu, et évidemment pour le patient qui va changer d'étiquette. C'est-à-dire qu'on va finalement aller vers le soin de la personne dans sa globalité et non pas de j'ai telle maladie, telle maladie, telle maladie. Donc c'est un saut conceptuel considérable. Donc la formation qui va être nécessaire de faire, elle n'est pas pensée aujourd'hui. Et donc on peut jeter des idées, on peut avoir des opinions. Moi j'ai des opinions, mais ce ne sont que des opinions. Donc ces opinions doivent être challengées, doivent être réfléchies par les professionnels de santé évidemment, mais aussi par les patients. Et donc, la formation et l'enseignement, me semble-t-il, doivent viser 3 ou 4 grands axes. Tout d'abord, comme ça a déjà été dit, il faudra que les médecins aient une formation sur l'IA. Il ne s'agit pas, comme disait Isabelle, de devenir mathématicien, mais il s'agit quand même de comprendre comment ça fonctionne. À l'instar des essais thérapeutiques, nous nous basons sur des résultats d'essais thérapeutiques en double aveugle contre placebo pour dire c'est comme ça qu'on diagnostique telle maladie, c'est comme ça qu'on traite telle maladie. Et on doit avoir un sens critique qui n'est fondamentalement pas véritablement enseigné sur ces résultats. Dans les essais thérapeutiques, on le disait lors de la première édition, les essais thérapeutiques, ils sont coûteux, complexes à mettre en place. Ils ne concernent en fait que 10 à 15% au maximum de la population auxquelles les médicaments vont être adressés. C'est-à-dire qu'il y a un biais obligatoirement. Donc les médecins qui sont avertis savent que les résultats de ces essais thérapeutiques nécessitent un esprit critique sur l'analyse des biais et sur la réflexion de savoir cette indication qui est donnée par l'essai thérapeutique, quelle est la portée individuelle? Est-ce que ça va véritablement concerner mon patient? Le grand exemple qui a été donné au niveau des hypocholestérolémiants, il y a une quinzaine d'années, on a donné des hypocholestérolémiants sur des essais thérapeutiques à des millions de personnes. Aujourd'hui, on sait que l'action préventive des hypocholestérolémiants concerne probablement 10 à 15% de cette population auquel on a donné énormément d'hypocholestérolémiants. C'est la même chose pour le reste. Donc, ce qu'on a appris, les précautions d'usage des essais thérapeutiques qu'on a appris, il va falloir aussi les apprendre pour l'IA. L'IA va nous dire quelque chose qui va être pris pour une vérité et il faudra évidemment comprendre les biais potentiels. Donc l'IA va produire des prédictions individuelles. Il faudra juger si l'algorithme est susceptible d'introduire des biais et si ces biais sont acceptables ou ne le sont pas, au prorata des effets que l'administration d'un médicament peut avoir sur la personne dans sa globalité. Donc, il faut mettre en perspective, en quelque sorte, le niveau d'incertitude que l'IA va nous fournir. L'IA va nous dire ce patient justifierait de traitement, la sensibilité et la spécificité sont de temps. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est-à-dire, donc il va falloir avoir quand même une culture sur la façon dont l'IA nous restitue ses résultats, non pas le chiffre ou la prédiction, mais comprendre ce chiffre et sa prédiction dans toute sa complexité. Donc ça nécessite une vraie formation sur des cas d'usage pour que les jeunes médecins en formation acquièrent cet esprit critique.
Puis le deuxième point, c'est que, on l'a dit tout à l'heure avec Isabelle, l'IA va évidemment faire des diagnostics plus vite, mieux, et c'est la vocation de toute technologie d'améliorer les performances de l'humain. Donc, effectivement, l'IA va faire mieux que nous dans la construction du diagnostic. Et donc, il va falloir maintenant revenir à un enseignement davantage sur la compréhension. Aujourd'hui, notre enseignement est beaucoup basé sur... c'est un enseignement normatif. C'est-à-dire, j'ai une maladie respiratoire, je vais mesurer, par exemple, le souffle, et je vais exprimer le handicap, ou en tout cas la déficience de cette maladie, en fonction de normes. C'est un peu dégradé, beaucoup dégradé, en fonction de normes, à l'exclusion de la compréhension de ce que ça veut dire, la mesure du souffle. Et donc aujourd'hui, les médecins sont beaucoup formés avec un enseignement normatif. Donc c'est facile à reproduire par l'IA. Et en vous écoutant, Bernard, ça veut dire qu'en fait, il y a deux enjeux au niveau de la formation. Il y a l'acculturation à la santé numérique, et je crois qu'à partir du mois de septembre de cette année, il y a, dans le cadre des études, cette formation qui est prévue, et puis même la modification même du métier, en fait, de la façon d'enseigner, enfin de pratiquer. J'ai l'impression que c'est ces deux aspects-là. Il va effectivement, c'est pour ça qu'il me semble que première étape, me semble-t-il, c'est la formation sur l'IA, qu'on vient de décrire rapidement. Deuxième étape, c'est peut-être repenser la formation de l'étude médicale pour donner aux médecins quelque chose que l'IA ne pourra pas produire, c'est-à-dire la compréhension fondamentale de la façon dont l'homme fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça redéfinir qu'est-ce que c'est que le normal et le pathologique, puisque l'IA va donner des sanctions, des vérités crues, mais ne définira pas le normal et le pathologique. C'est le médecin qui définira le normal et le pathologique, c'est-à-dire dans la perspective de je traite du pathologique ou je traite des symptômes chez quelqu'un qui n'a pas de maladie. Il faut aussi se rendre compte que dans la consultation, notamment pneumologique, la pneumologie, c'est une spécialité très interniste. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des symptômes, des plaintes. Je suis essoufflé, j'ai des difficultés à faire ci ou à faire ça. Eh bien, quand on regarde cette plainte, face au diagnostic, il y a 20% de patients qui se plaignent d'un symptôme, qui peuvent les handicaper dans la vie de tous les jours, et pour laquelle la réponse est « vous vous plaignez parce que vous avez cette maladie ». Mais il y a 80% des gens qui ont des plaintes, mais qui n'ont pas de maladie qui justifie un traitement médicamenteux. Néanmoins, c'est une plainte. Donc c'est une écoute. Donc c'est une écoute, et donc il faut réinventer le soin. D'autant plus que cette partie des 20% de diagnostic que nous faisons va se faire beaucoup plus rapidement avec des techniques d'IA. Alors c'est là où je voudrais un peu vous challenger, pour reprendre le terme d'Isabelle tout à l'heure, et je pense que probablement vous vouliez réagir, c'est que Google a annoncé une dernière innovation en termes d'IA sur le nom de AMI, où il y a déjà des premiers bilans disant que sur la notion notamment d'empathie, elle est meilleure que certains médecins. Alors forcément, ça génère beaucoup de critiques ou de regards, mais je voudrais comprendre aussi votre avis sur l'impact de cette IA, comment le pôle de santé doit réagir, doit changer peut-être dans sa pratique pour prendre en compte cette IA. Alors, je vous laisse répondre tous les deux. Hein. Oui, Antoine aura sûrement des choses à dire là-dessus. Alors effectivement, j'ai vu ces résultats sur l'empathie. De même qu'il y a des algorithmes qui permettent de parler avec les morts. Et, bon, alors ça peut paraître absolument merveilleux, mais par exemple, si je vais répondre sur l'empathie après, si je prends le problème de je peux parler avec mes morts, c'est-à-dire que j'ai des systèmes qui permettent de restituer une pensée, etc. OK, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on ne fait jamais le deuil. Donc en fait, ça peut paraître effectivement un soulagement dans un premier temps, mais in fine, le deuil ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a le retour de manivelle. Donc il faut bien penser à cela. L'empathie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'empathie? L'empathie, la définition même de l'empathie, c'est de se mettre à la place de la personne qui est en face de soi, comme si on ressentait la même chose que lui. Mais ça n'est pas que ça. L'empathie, c'est aussi l'usage de ses sens. Ça n'est pas simplement « je comprends ce que la personne est », c'est aussi « je ressens ce que la personne est ».
Et à mon sens, l'IA ne pourra jamais ressentir parce que l'IA n'a pas de sens. Le sens, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est la parole, c'est les mots, c'est le toucher. Et à travers ces sens-là, alors ça fait très vieille pratique, vieille médecine, mais néanmoins, à travers toutes ces sensations, ces perceptions qui ne sont pas basées sur un rationnel, eh bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce médecin-là a compris ce que je ressens sans que les mots soient dits. Et donc, cette dimension de l'empathie, il faut la comprendre non pas comme le cumul d'un certain nombre d'éléments, on va dire, intelligents, intelligibles. Je comprends ta situation-là. Il n'y a pas que ça. Il y a l'incompréhensible. Et l'incompréhensible, l'IA ne le détecte pas. En ce sens, l'IA va nous amener à aller vers une médecine des mots et non pas vers une médecine de sanction. Sanction au sens de « je sais une vérité », pas dans un sens péjoratif. L'IA va nous dire des vérités et les mots vont englober cette vérité dans quelque chose de plus humain, dans quelque chose de moins imperceptible, dans quelque chose de plus indéfini. Si vous lisez le livre de Raphaël Enthoven récemment sur la pensée artificielle, vous voyez que ce qu'il décrit sur la philosophie et l'IA fait des copies de philosophie de très bonne qualité. Mais il n'empêche que l'IA ne pense pas, et fort heureusement. L'IA a la capacité de prendre des informations, de les structurer, de nous restituer des signaux faibles que nous ne voyons pas, et donc elle nous apporte une information complémentaire, mais elle ne sent pas, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de toucher, elle n'a pas de perception sur l'invisible. Et dans la décision médicale, c'est fondamental. Alors Bernard, ce que je vous propose, peut-être de repasser la parole au professeur Magnan, mais Cyril Drouot, qui sera donc un des prochains intervenants, va notamment travailler sur les aspects de recherche sur cette démarche d'empathie. Et comme vous allez conclure eh bien, ce parlant IA, je pense que ce sera intéressant par rapport, et c'était un peu l'ADN de l'événement, c'est aussi de pouvoir confronter un petit peu les idées. Et je pense que ça pourrait être un élément intéressant. Et puis peut-être pour compléter ce que vous dites, on a de plus en plus d'IA aujourd'hui qui sont multimodales. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT, on va donner certains éléments, alors ça peut être du texte, ça peut être de l'image, mais vous avez notamment toujours Google avec sa dernière solution qui s'appelle Gemini, qui permet en fait de capter tous les éléments. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui, et je trouve que ça conforte pour moi l'aspect complémentarité. Professeur Magnan, je sais que vous aviez plein de sujets à nous... Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Bernard quand même, on peut peut-être se dire, mais c'est un truc qu'on peut ouvrir, mais j'y réfléchissais en t'écoutant, c'est de dire finalement, quand on aura tout donné à l'intelligence artificielle et au numérique, ce qui restera, c'est l'humain. Et on aura enfin le temps de s'en occuper un peu. Donc, mais peut-être que du coup, on est en train... Enfin, pardon, mais si on réfléchit sur les changements de pratique, on est là sur... il y a le médecin et le malade, et un tiers, finalement, qui est en train de s'installer, qui est... l'outil d'aide à la décision, on va l'appeler comme ça, pour ne pas dire l'IA tout le temps, c'est l'outil d'aide à la décision, qui est un outil partagé, c'est-à-dire dans lequel il y a le médecin, mais il y a le patient qui est un véritable acteur, parce que c'est un outil d'aide à la décision partagée. Et ça, c'est vraiment important parce que ça responsabilise et ça change le patient bon, alors c'est déjà fait depuis longtemps, il n'y avait peut-être pas besoin de l'IA pour le faire, mais quand même, ça restructure un peu ce cadre-là. Moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'était en réfléchissant sur les aspects formation. On dit... les professionnels de santé, on a beaucoup dit les professionnels de santé, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les médecins, oui. Et donc ça veut dire que tout le monde est engagé dans cette affaire-là, et finalement, à l'instar de la disparition de la classification des maladies, il va y avoir aussi la disparition de la classification des professionnels de santé quelque part. J'exagère un peu et je force un peu le trait exprès, mais on voit bien
l'importance que nous accordons, nous médecins ou nous patients, à l'infirmière de pratique avancée ou à l'infirmière coordinatrice de parcours. Et c'est le début de quelque chose, parce qu'on voit bien aussi qu'on fait des délégations de tâches à des aides-soignants et des aides-soignantes qu'on n'aurait pas fait avant. Et donc, en fait, on a tous ces acteurs qui interviennent et qui sont des acteurs qui interviennent dans le parcours et qui pourront s'emparer des petites parties. Et donc, il faut aussi les embarquer dans l'affaire. Et peut-être que le numérique... ouais, le numérique, on peut continuer à dire l'IA pour tout, mais là, c'est plus l'outil numérique, peut nous aider à faciliter ce réseau de professionnels de santé dans lequel il ne faut pas oublier les pharmaciens. On voit bien, la crise Covid a complètement fait bouger les curseurs sur les pratiques, et c'est très bien, et on voit bien que c'est aussi grâce à des outils de projection, de modélisation, de comment est-ce qu'on va faire une campagne de vaccination à très grande échelle, qu'on a pu inclure des professionnels de santé qu'on n'incluait pas du tout avant. C'est ça aussi l'intelligence artificielle, c'est pouvoir dire en quelques jours comment est-ce que sur une population de 70 millions d'habitants, on va développer une stratégie de prévention qui est quand même le progrès majeur de la science des 100 dernières années. On a évoqué tout à l'heure le sujet des essais cliniques qui sont très longs, très coûteux, avec des exigences très importantes. On en a parlé tout à l'heure avec tout ce qui suppose, avec Yann Le Guillou, la prévention des exacerbations pour avoir la preuve qu'on prévient les exacerbations. Mais je pense quand même que la science des données va pouvoir nous aider à nous passer de ces essais très longs et qu'en tous les cas, il faut se donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, j'aime à dire que le docteur qui voit le patient fait de la recherche sans le savoir. Absolument. Parce qu'il collecte des données de santé qui vont aller dans un entrepôt de données de santé. C'est quand même ça, le fondement de tout ce qu'on est en train de se dire ce matin, c'est quand même l'utilisation des données de santé et la recherche, l'utilisation des données de santé à des fins de recherche pour pouvoir apporter des solutions, parce que à partir du moment où on voit un nouveau patient, en recueillant des données, si c'est un peu structuré, mais même si ce n'est pas structuré, grâce au progrès des outils de data mining sur des données non structurées, finalement, ça permet que ce nouveau patient-là soit comparé à tous les autres. Et que donc chaque nouveau patient s'inclut dans une cohorte virtuelle. Et que donc on fait cohorte rien qu'en participant à sa consultation. Ce qui, au passage, et ça c'est un sujet extrêmement passionnant, modifie complètement la notion de consentement à faire de la recherche, puisqu'il y avait le temps de la consultation, puis le temps de la recherche, on pouvait expliquer les choses. Là non, on commence la recherche dès qu'on commence à générer des données avec l'âge du patient, finalement, et même son adresse qui montre son exposition aux polluants. Donc ça c'est intéressant parce que, en fouillant les données, on va regarder la cohorte de patients à l'état stable, la même, pendant l'exacerbation, la même quand c'est revenu à la normale. Et donc finalement, si un outil est disponible à un moment donné, alors il faut le payer, il faut que quelqu'un le paye. Parenthèse, vivement que les parcours soient payés plutôt que les événements et les hospitalisations. Mais bon, on va pouvoir dire, ce patient-là, il a été suivi avec tel outil et finalement, il a été hospitalisé que 2 fois dans les 5 dernières années, alors que celui-ci qui n'a pas bénéficié de ce suivi-là, il a été hospitalisé beaucoup plus. Ou pas. Mais n'empêche que la réponse, on l'aura. Et je pense que c'est vraiment là aussi qu'il faut y aller à fond la caisse, sur la formation des jeunes professionnels, sur comment est-ce qu'on acquiert cette importance, cette valeur de la donnée, et ce qui donne évidemment un cadre un peu différent au dialogue patient-soignant-soigné, disons, et qui permet d'avancer. Je pense que c'est vraiment extrêmement important d'avoir ça à l'esprit et que ça va un peu révolutionner les choses, d'autant plus que ces données qui sont récoltées en vie réelle, on pourra les analyser en fonction des comorbidités.
À juste titre, Bernard disait que les patients qu'on inclut dans les essais thérapeutiques sont des patients assez rares parce qu'ils n'ont que la maladie qui est ciblée par le nouveau médicament qu'on voudrait utiliser ou par la nouvelle prise en charge qu'on voudrait utiliser. Et bien là, ça permet, grâce au data mining, finalement, de regarder le patient dans le contexte de ses comorbidités, de son âge, de ses mauvaises habitudes tabagiques, etc. Et donc, voilà, je voulais faire un plaidoyer pour les données. Peut-être juste rebondir par rapport à ce que vous évoquez, c'est qu'il y a un consensus qui se dégage dans vos propos respectifs, qui est l'importance de la formation et de l'acculturation à l'IA, à la santé numérique, à la data, et que cette formation, elle est essentielle. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette partie formation, c'est est-ce que l'impact de la technologie, l'impact de l'IA, va modifier même la formation on parlait en introduction de la médecine traditionnelle, c'est de dire, est-ce que la façon d'interagir avec le patient, vous parlez de parcours, en fait, va être structurellement modifiée avec l'IA? Ah oui? Oui, probablement. Oui, oui, J'y vais, j'y vais? Bah, vas-y, commence. Là, je pense qu'on est vraiment au cœur du... On a dit oui ensemble, mais... Où on en est du temps de parole? Il faudrait... Vous avez encore 20 minutes, vous voyez. Après, on va voter. Vas-y. Non, mais je pense qu'on est en train de passer... d'une relation qui est celle de soignant-soigné à celle de prévenant-prévenu. Et prévenu, c'est un terme fort, parce qu'on fait entrer le prévenu, c'est quelque chose de terrible. Et je pense, et ça n'empêche qu'il faut quand même que les gens s'en rendent compte à un moment donné. C'est qu'effectivement, ils vont voir des nouveaux professionnels de santé qui sont ceux qui vont éduquer à la prévention ou qui vont dire, ben voilà, finalement, mon outil, là, d'IA, il a détecté que si on vous compare aux 100 000 patients, aux 100 000 personnes qui vous ressemblent, finalement, voilà le risque que vous présentez et voilà comment est-ce que peut-être on peut faire dévier ce risque vers un avenir meilleur ou pas. Et le ou pas est super important tout le temps parce que tout ça est fondé sur l'incertitude. Donc alors, oui, ça change. Alors du coup, ça c'est un point très important et qui ouvre sur les sciences sociales justement. Parce que lorsqu'on dit bah, vous avez un risque globalement de faire cette maladie, bon, ça nous affecte relativement peu. Fumez moins, vous aurez moins de risques d'avoir une maladie. Bon. Mais quand on dit individuellement, votre risque est celui-là, c'est-à-dire que finalement on vous prédit l'avenir. Il faut le supporter, la prédiction de l'avenir. C'est-à-dire quand on vous donne ce que vous allez être, ça veut dire que philosophiquement et psychologiquement, ça a un impact considérable. Et ça a un impact considérable aussi en fonction de la culture des gens, de la représentation du monde qu'ont les gens. Si vous vous adressez à des populations qui sont très éduquées ou des populations qui sont d'un autre pays, qui ont d'autres représentations, eh bien, l'impact de ces discours-là est considérable. Donc tout ça va générer évidemment une relation nouvelle auquel il va falloir être formé. C'est-à-dire on ne soigne pas de la même manière, on n'emploie pas les mêmes mots avec un Français de l'Île-de-France qu'avec un migrant français, mais qui est quand même d'une origine culturelle différente, qui a une représentation de l'existence différente. C'est-à-dire que cette dimension de la personne, dans toute son humanité, ça fait partie du médecin, du boulot du médecin. Et l'IA va nous confronter à cela, parce qu'elle va dire des choses qui vont être des choses radicales, plus radicales. D'autant plus que ces informations-là, le patient va y avoir accès directement. Donc ces progrès technologiques qu'il faut évidemment accepter avec bonheur parce qu'ils vont nous faire progresser, va nécessiter que le médecin soit à côté du patient comme un médiateur entre une vérité dite et la capacité d'un sujet à l'entendre. L'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Et puis une autre dimension qui me vient à l'esprit, c'est le problème de la fascination. C'est-à-dire qu'évidemment, on est fasciné par le dernier iPhone, par la dernière technologie, et les médecins, comme les patients, n'échapperont pas à la fascination de quelque chose qui simplifie le raisonnement, la pensée, etc.
Mais la fascination a ses contreparties aussi. Donc il va falloir réfléchir à cela aussi. Alors, par exemple, je vais vous prendre un exemple qui va paraître extrêmement trivial et très simpliste. Lorsque on a eu des scanners, on a été fascinés. Et heureusement qu'on a des scanners aujourd'hui pour faire des diagnostics. Mais aujourd'hui, vous voyez des jeunes internes, un patient tous, on fait un scanner. C'est-à-dire qu'on ne l'ausculte pas. Il y a même un papier dans British Medical Journal qui dit à quoi bon d'examiner un patient maintenant qu'on a l'échographie, qui écoute les sons, etc. D'une certaine manière, ils ont raison, parce que l'analyse du son sera peut-être meilleure avec un outil technologique, mais ce qui échappe, c'est que quand le patient va sur le scanner, quelle est l'impression qu'il a d'avoir été examiné par une machine? C'est une boîte noire. Quand le patient a le docteur qui lui touche et qui écoute quelque chose et qui dit quelque chose, qu'importe ce qu'il a entendu, qu'importe, il y a une médiation, il y a des objets transitionnels. Le stéthoscope va devenir un objet transitionnel comme le gris-gris l'est dans la médecine traditionnelle. Il va falloir utiliser ces outils-là. Oui, je suis d'accord, mais du coup, quand même, le stéthoscope, de plus en plus, tu l'utilises pour réfléchir, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, parce que quand même, ça se finit toujours par on va faire un scanner. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ce que tu as dit est juste. C'est-à-dire, le stéthoscope, tu l'utilises pour réfléchir. Ah oui. Sauf que le patient, il sait que tu es en train de réfléchir à lui. Oui. Tu l'envoies sur le scanner, ce n'est pas la même chose. Également psychologique. Il y a une dimension psychologique, philosophique, il y a des comportements qui vont être modifiés et donc la médecine va changer, la pratique va changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans une médecine de l'ancien temps, mais ça veut dire que tous ces bouleversements technologiques vont modifier notre rapport à l'humain et on va passer d'une médecine qui était une médecine qui se croyait rigoureuse et scientifique et qui était quand même un peu empirique à une médecine beaucoup plus rationnelle, une médecine beaucoup plus basée sur les preuves, mais la dimension médicale, c'est-à-dire la dimension humaine de la pratique de la médecine, c'est ce qui fait que l'humain va rester dans cette relation-là. Alors, on touche à la fin de cet tableau et on pourra en parler encore pendant des heures parce que je connais tous les deux votre passion sur le sujet, mais je découvre aussi des questions qui vont complètement conforter en fait les points et certainement aussi le débat. C'était un peu provocateur. Voilà. Alors, n'est-ce pas beaucoup demander aux médecins d'avoir aussi des compétences techniques en IA? Ne doit-on pas concentrer sur la connaissance des maladies dont on sait que la science évolue en permanence? Comment peut-on consacrer plus de temps à la technologie alors qu'on manque déjà cruellement dans sa pratique? Non, mais l'important, c'est d'arriver à prendre le recul nécessaire par rapport à la technologie. Et pour ça, il faut connaître un peu quand même le truc. C'est-à-dire comment est-ce que, voilà, moi, je n'ai pas besoin de savoir beaucoup plus que c'est grâce aux données que j'ai générées en étant un bon docteur qu'on va pouvoir construire des algorithmes qui vont arriver à des outils d'aide à la décision à un moment donné. C'est important que je sache, à un moment donné, devant une mesure d'un certain risque, je peux dire, ce malade-là, il faut que je le voie. Ce malade-là qui n'a pas ce risque-là, il peut rester à la maison, et je le verrai aussi, mais en téléconsultation. Ça, il faut quand même que j'ai des notions de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais le maître mot, c'est l'interdisciplinarité. Hein. On est universitaire, il y a des représentants, il y a des professeurs de l'université qui sont là sur différentes disciplines. Il faut juste qu'on travaille ensemble. Et donc, ce n'est pas acquérir, parce que c'est vrai, hein, ce n'est pas devenir mathématicien ou ingénieur en plus de médecin, encore que, petite parenthèse, et je pense qu'il faut vraiment encourager des doubles cursus dans les formations initiales pour qu'il puisse y avoir des médecins ingénieurs, mais qui sont peut-être des gens qui n'exerceront pas la médecine, mais qui feront l'in-between pour que celui qui exerce la médecine puisse mieux utiliser les outils qui sont mis à sa disposition. La médecine ne sera plus l'histoire d'une personne, d'un médecin, ça sera l'histoire d'un groupe.
Et donc, c'est vrai que c'est un changement de logiciel. Ça va se faire petit à petit, pas à pas. Et ça complète ce qui a été dit avec la table ronde avant sur l'aspect organisationnel, en fait, ça change. Et vous voyez, cette question va dans ce sens également. Est-ce que l'IA va permettre de limiter les inégalités de traitement ou au contraire les accroître? Les inégalités de traitement. Ouais. Ça, c'est une super bonne question. Je savais. Il y a l'inégalité. Ça dépend ce qu'on appelle l'inégalité de traitement. Si c'est l'inégalité d'accès aux soins, je pense qu'on a quand même tout à gagner à pouvoir, pouvoir voir les gens à distance. On vient d'en parler. Je pense au contraire que ça va amener l'innovation au plus grand nombre. C'est un outil capable d'amener l'innovation au plus grand nombre. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est sur l'organisation territoriale de la recherche et des essais cliniques, etc. Bon. Mais si c'est l'équité et si c'est apporter les médicaments là où on en a vraiment besoin ou les soins là où on en a vraiment besoin par rapport à là où on en a moins besoin. Ça peut être vu comme une inégalité, mais n'empêche que c'est une amélioration de l'équité, et ça, c'est peut-être bien qu'on ait cette pondération-là. Bernard, une question pour vous. L'IA va vous donner des vérités, en citation, entre guillemets. Quid des stéréotypes déjà montrés, par exemple, avec ChatGPT, dans des problématiques de santé, de genre et de race, qui sont susceptibles de perpétuer, voire d'accentuer des inégalités de santé. Vous voyez, c'est en complémentarité. Oui, non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que l'IA se construit à partir de choses qui sont dites, et bien ça dépend quelle est la source des données. Donc si effectivement il y a des stéréotypes qui alimentent l'IA, et bien l'IA va ressortir ces stéréotypes. C'est pour ça qu'il faut être... C'est en ce sens que je disais, il faut comprendre le fonctionnement. Donc, l'IA s'alimente de choses qui ont déjà été, faites, d'informations qui sont diverses et variées. Si notamment, par exemple, dans des comptes rendus médicaux, prenons l'exemple très concret, là encore c'est très trivial. Je prends un compte rendu médical, je fais lire 150 comptes rendus médicaux. Et si dans ces 150 comptes rendus médicaux, certains sont faits à Marseille, d'autres sont faits à Lille, qu'il y a des connotations, c'est un syndrome méditerranéen, ce qui veut dire grosso modo ils sont un peu totoches. S'il y a des connotations qu'on voit dans les comptes rendus, l'IA ne va pas faire le tri de savoir si c'est raisonnable ou si ça ne l'est pas. Donc il peut y avoir, dans le compte-rendu médical, il peut y avoir des stéréotypes, il peut y avoir effectivement des jugements, et l'IA ne va pas les détecter facilement. Donc, et souvent, ce sont des jugements qui ne sont pas aussi grossiers que l'exemple que je viens de donner, qui sont beaucoup plus subtils. C'est en ce sens que l'IA ne pense pas. D'où la comparaison avec la philosophie. Quand vous demandez à une IA de répondre à une question philosophique, eh bien, elle va s'alimenter de textes qui ont été faits à propos de ces questions-là. Et elle va les organiser de manière rigoureuse. Mais elle ne va pas reposer la question. Elle ne va pas repenser la question. Elle va simplement utiliser les données. Mais si les données ont été faits le siècle dernier ou dans un autre pays qui a une autre culture, ben, l'IA va restituer des biais. Donc il y a une vraie réflexion ontologique sur ce que doit être la construction de l'IA, parce que l'IA s'alimente d'informations dans lesquelles il peut y avoir effectivement, notamment par exemple sur les comptes rendus, il peut y avoir de l'implicite. Donc l'IA ne pense pas, l'IA structure, fait émerger des signaux faibles que nous ne sommes pas capables de détecter, donc ça amplifie et ça augmente notre potentiel de diagnostic, mais l'IA ne pense pas parce que l'implicite ne s'exprime pas de façon explicite. Écoutez, je reçois en même temps que je vous écoute sur les réponses, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de questions qui sont posées. On ne pourra bien sûr pas toutes les traiter, mais ça prouve que eh bien, ce débat appelle à beaucoup de commentaires et beaucoup de réactions de votre part. Notamment celle-ci que je viens de recevoir, il y a un paradoxe. L'IA doit dégager du temps que le médecin consacrera aux patients, et pourtant nous venons d'entendre que les jeunes médecins risquent de remplacer l'auscultation et l'écoute, donc c'était ce que vous évoquiez tout à l'heure, par ces technologies.
Alors attendez, c'est l'écoute. Alors l'écoute, est-ce que c'est... Je pense qu'il y a l'auscultation et l'écoute. Attends. L'auscultation peut-être. Hein, bah, de toute façon, ça, bon, c'est un sujet qui existait déjà avant. Non, au contraire. Hein. Moi, je suis absolument convaincu que l'irruption du numérique dans la médecine fait gagner du temps. Ah oui. Alors après, c'est pas tout de suite. Et il y a les sujets d'interopérabilité, certes entre les systèmes d'information des différents établissements, mais même entre voilà, la radiologie et la biologie, la clinique, etc. Donc il y a des progrès à faire. Mais in fine, ça fera gagner du temps et ce temps-là pourra être utilisé, et je le dis pour les médecins, et je le dis fortement pour les soignants, ça pourra être utilisé pour mieux s'occuper des malades et répondre à leurs demandes. Il faut passer quand même un cap, parce que pour le moment, l'ordinateur est vécu comme quelque chose qui prend du temps. Allez, deux dernières questions. On essaie de respecter le timing. Comment gérer le décalage à venir de générations entre les médecins, jeunes arrivants, qui auront suivi les formations mentionnées et donc bénéficiant d'une nouvelle appréhension de la médecine, versus des générations plus avancées qui auront suivi ou non les formations sur l'IA et de notions de relationnel, entre guillemets. C'est tout le problème des sauts de génération. Il y en a eu tout au long de notre histoire. Il y a des sauts générationnels. Ça, c'est toujours négocié. Donc, moi, je suis pour le compagnonnage. Effectivement, il va y avoir une incompréhension d'une génération par rapport à une autre. Et la génération d'avant va apporter quelque chose d'autre à la génération future. C'est exactement du même niveau que la nécessité de faire cohabiter des professionnels de différents horizons. Les gens des sciences sociales, les gens des mathématiques, les gens de la médecine. Et bien là, il y aura effectivement des médecins d'une génération qui auront appris des choses, qui ont des choses à dire, et puis des médecins qui vont effectivement utiliser de manière massive les techniques d'IA. Et la génération d'avant leur donnera quelques pistes de réflexion. Donc c'est vraiment une collaboration intergénérationnelle, et c'est comme ça que se sont faites toutes les transitions. Mais écoutez... mais juste pour dire que c'est un changement de culture en fait, et qu'on voit bien la façon dont, du coup, c'est mes enfants, mais s'emparent des outils d'intelligence artificielle à toute vitesse, et se demanderont assez rapidement pourquoi est-ce qu'on ne les utilisait pas avant. Et c'est juste parce qu'il n'y en avait pas. Écoutez, la dernière question que je vous pose, à mon avis, vous y avez presque répondu, est presque une belle synthèse de tous les échanges depuis tout à l'heure. Vous avez dit soigner la personne et non plus une pathologie. Cela est extrêmement intéressant, notamment quand on connaît les interactions entre les pathologies BPCO et insuffisance cardiaque, diabète. Mais comment former ces problèmes de santé à travailler tous ensemble autour de patients et donc ces personnes? Est-ce que l'IA pourrait être un moyen de les réunir? L'IA va nous donner l'occasion de faire ça. Il faut qu'on fasse un coming out là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les médecins sont fascinés quand ils font des diagnostics, parce que j'ai employé tout à l'heure le terme de sentiment de puissance. Tout métier a besoin d'être récompensé. Donc on est heureux de faire un diagnostic. Maintenant, je pense que l'IA va le faire mieux que nous sur un certain nombre de points, pas sur tout. Et donc, du coup, on va s'adresser davantage à une personne, et il va falloir qu'on ait une satisfaction qui soit davantage dans le compagnonnage avec le patient, la relation avec le patient, parce qu'on aura de l'information à lui donner. On ne sera pas allé la chercher, ce n'est pas nous qui la construirons. L'IA va nous la donner, et donc ça va nous mettre dans une position relationnelle, une posture médicale de soignant différente. Et je rejoins totalement ton idée qui était un peu provocante, de dire qu'à l'extrême, il y aura des soignants qui seront complémentaires, centrés sur une personne, et il n'y aura pas le médecin, le ci, le ça, etc. Cette hiérarchie-là va, je l'espère, au fil du temps disparaître.
Bernard, professeur Magnan, merci à tous les deux, c'était passionnant à l'image de toute cette matinée. Et donc je vous propose que nous abordions une thématique que vous avez aussi évoquée, un sujet majeur de l'IA, les défis éthiques et la transformation de la relation patient-médecin. À tout de suite après une petite pause.